Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce webcast spécial que nous consacrons à la lutte contre le paludisme. Comme vous le savez, le 25 avril était dédié à la lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire, comme vous le savez, qui est causée par des piqûres de moustiques infectés et qu'il est pourtant possible de prévenir, de diagnostiquer et de traiter avec les chiffres que l'on connaît, c'est-à-dire 263 millions de cas dans le monde et près de 600 000 décès, comme le rappelle l'OMS, la pandémie impacte de manière très dure l'Afrique, qui paye un lourd tribut avec plus de 95% des cas et des décès, essentiellement des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Alors des progrès, il y en a eu surtout surtout entre 2000 et 2015, mais les avancées qu'on a connues marquent clairement le pas depuis 2015, on va le voir, et les défis à relever ne manquent pas. La crise climatique, l'émergence de nouvelles résistances du parasite aux médicaments, les résistances des moustiques aux insecticides, la stagnation des financements et la réduction de l'aide publique au développement, qui est une nouvelle donne qu'on doit désormais prendre en compte depuis le début de cette année. Alors, évidemment, de tout ça, on va parler, mais ce qu'on veut maintenant surtout mettre en avant, ce sont les initiatives qui existent sur le terrain, qui montrent qu'il est possible d'agir de manière concrète et efficace pour éliminer le palu. C'est un objectif que s'est fixé la communauté internationale dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Alors nous sommes évidemment à un tournant crucial. 2030, c'est demain. Mais dans ce sens, ce qu'on va aussi rappeler, c'est que les entreprises, les acteurs du secteur privé ont un rôle évidemment plus que déterminant à jouer dans cette lutte. Alors nous aborderons les défis, bien sûr, les opportunités pour amplifier les actions en mettant surtout en avant des initiatives et des solutions portées par les acteurs du secteur privé. On va parler beaucoup de partenariats avec nos invités, donc par ordre alphabétique, que je vais maintenant euh, inviter que je vais maintenant présenter. Donc, Amina Abou Khalil, qui est administrative générale de la Fondation Orange Guinée, qui nous rejoint depuis Conakry. Bonjour, Amina. Bonjour Eric, bonjour à tous. Voilà. Et Hélène Berger, qui est directrice exécutive des Amis du Fonds mondial Europe, elle nous rejoint depuis Paris. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et tous. Et enfin, Amy Françoise Cacas, qui est manager vecteur contrôle Westergaard, alors Amy depuis Nairobi. Bonjour Amy, je crois savoir que tu as des orages, c'est ça, ou des pluies en ce moment sur Nairobi. Tout à fait, Eric. Bonjour et bonjour à tout le monde depuis la saison des pluies du Kenya. Voilà, donc on va, avant vous de passer la parole à chacune de vous, d'abord faire un rapide panorama, rappeler quelques chiffres clés et faits marquants, et puis donc Adama nous fera la présentation du dispositif de la campagne Zéro Palu, passons à l'action. Alors, tout d'abord, quelques mots des chiffres clés. On l'a dit, le paludisme est une maladie qui concerne essentiellement le continent africain. L'OMS, évidemment, appelle la communauté internationale à avoir tous les 25 avril un moment de mobilisation pour rappeler qu'il est possible d'aller vers cette élimination de la maladie, qui est un objectif tout à fait réaliste. Rappelons que beaucoup de pays qui ont connu le paludisme ont réussi à l'éradiquer. La maladie est concentrée sur quelques pays en Afrique. 95%, on le disait, des cas euh, et des décès sont en Afrique. Alors, parmi les pays qui ont connu plus récemment encore, comme le Cap-Vert, la réduction du paludisme, enfin l'élimination du paludisme plutôt, cela nous prouve que on a le Cap-Vert, donc je disais, et cela nous prouve que c'est possible, que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Il faut rappeler aussi que des pays aussi comme la France ou en Europe, en Méditerranée, qui ont été touchés par le paludisme ont réussi à l'éradiquer.
Connaître les moyens d'agir, c'est aussi savoir quels sont les pays qui sont les plus touchés. Donc, il y a quelques pays, effectivement, comme le Burkina, la République démocratique du Congo, qui sont vraiment très impactés par le paludisme, le Nigeria. Et on estime que concentrer aussi les moyens dans ces pays-là permettrait d'arriver plus rapidement à cet objectif d'élimination du paludisme. Donc, voilà pour l'essentiel du panorama, puisqu'on va continuer à parler de chiffres et de faits marquants. Donc maintenant, on va passer tout de suite à la séquence avec Adama qui va nous parler donc de la campagne Zéro Palu cette année qu'on fait pour la troisième fois. Donc Adama, si tu peux nous présenter en quelques mots le dispositif qu'on a mis en place pour la campagne Zéro Palu cette année. Passons à l'action. Jusqu'à présent, c'était Zéro Palu, on s'engage. Maintenant, il y a vraiment un appel très clair pour passer à l'action. Donc à toi, Adama. Eh bien, merci Eric. Bonjour à tous. Très ravi d'être avec vous ce soir. Alors, le paludisme, il faut le dire, c'est le premier motif de consultation en Afrique et la première cause d'absentéisme au niveau des entreprises en Afrique, ce qui entraîne une grosse perte au niveau de l'économie africaine. Alors, depuis 2014, Santé en entreprise, justement, mobilise le secteur privé à investir dans la lutte contre le paludisme. Et chaque année, nous mettons en place des campagnes. Et cette année, justement, pour le 25 avril, nous avons lancé la saison 3 de la campagne Zéro Palu, Passons à l'action. Et cela va se décliner sur plusieurs activités que nous avons mis en place, notamment le site web interactif que nous avons mis en place pour pouvoir donner toutes les informations sur cette campagne, toutes les informations sur le paludisme. Et aussi, nous mettons en avant des ambassadeurs et ambassadrices qui ont décidé en fait de prêter leur image pour contribuer dans la lutte contre cette maladie. Sur ce site, il est possible de faire ce qu'on appelle l'enquête CAP-PALU, qui est un outil que nous avons mis pour permettre d'évaluer les connaissances, les pratiques et attitudes des populations afin de pouvoir faire ressortir des données qui pourront aider les programmes nationaux de lutte contre le paludisme à pouvoir mieux renforcer les dispositifs de lutte et de prévention. Nous avons aussi mis en place le PrEV Kit Palu, qui est une solution intégrée toi en un, assemblée au Burkina Faso, qui permet également d'avoir une protection à 360 degrés contre le paludisme. Alors, pour ce qui est des ambassadeurs, nous avons ce qu'on appelle le tableau connecté que nous avons mis en place qui permet de pouvoir accéder à des messages forts donnés par ces ambassadeurs et ambassadrices qui sont issus de plusieurs pays africains et de la diaspora qui s'engagent afin de promouvoir la lutte contre le paludisme et transmettre des messages pour voilà, mobiliser plus d'autres personnes à pouvoir contribuer à la lutte. Alors, aussi sur le site Internet, vous avez la possibilité de revivre les webcasts des années passées et vous avez la possibilité aussi de pouvoir avoir accès à plusieurs ressources, notamment de la documentation des vidéos en lien avec la lutte et la prévention contre le paludisme. Et enfin, vous avez la possibilité d'avoir accès à des témoignages vidéo laissés par plusieurs personnes. Et vous, en tant qu'internaute aussi, vous pouvez aussi laisser vos témoignages en cliquant juste sur le bouton Envoyer mon témoignage. Et en 30 secondes, vous pouvez aussi contribuer en fait en vous engageant dans la lutte contre le paludisme. Voilà ce que je peux dire comme dispositif. Et ce présent webcast également fait partie du dispositif et ça sera rediffusé sur ce site internet que nous avons mis en place. Merci. Merci Adama. Et je rappelle enfin, qu'on a parmi nous aujourd'hui deux ambassadrices hein, qui ont participé d'ailleurs au tableau connecté l'année dernière avec Amina et Amy. Et qu'on aura effectivement, on verra comment est-ce que cette année encore, on arrive, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour mobiliser beaucoup plus de chefs d'entreprise, de managers, de responsables de fondations, d'acteurs pour relayer cette campagne là où ils sont. Donc merci Adama. On va passer maintenant donc à Hélène Berger qui nous rejoint depuis, je disais, Paris. Donc Hélène, vraiment ravi de te revoir puisqu'on était ensemble il y a quelques jours, 2, 3 jours à peine à Paris sur cet événement. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter les Amis du Fonds mondial et ainsi que vos missions en Europe auprès du Oui, Fonds mondial? absolument, Eric. Mm. D'abord, merci beaucoup, évidemment, à toi et à Santé en entreprise pour cette invitation. Je suis très heureuse de participer à ce panel. Et puis, merci aussi de vos efforts et de tous les efforts de santé en entreprise
pour développer et valoriser l'engagement du secteur privé dans la lutte contre le paludisme. Et je crois que l'introduction d'Adama montre bien l'ensemble de ces efforts et ce dynamisme-là. On est très heureux de pouvoir participer aussi à cela en étant présent aujourd'hui. Donc nous, les amis du Fonds mondial Europe, notre mission, c'est un peu comme vous, c'est de travailler à la mobilisation continue des acteurs, et en l'occurrence de tous les acteurs européens, que ce soit les gouvernements, les sociétés civiles, les chercheurs, le secteur privé, dans la lutte contre les grandes pandémies que sont le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et plus largement dans la santé mondiale. On travaille dans 6 pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, la Belgique, ainsi qu'auprès des institutions européennes, puisque ces 6 pays et la Commission européenne sont tous de grands donateurs de la santé mondiale et de grands donateurs historiques du Fonds mondial. Et en particulier, et notre nom l'indique, nous sommes les amis du Fonds mondial, Voilà. c'est-à-dire que nous l'accompagnons, nous sommes indépendants du Fonds mondial, mais nous l'accompagnons depuis toujours dans sa mission qui est de lutter, de financer et de mettre en œuvre des programmes de lutte contre ces 3 maladies, VIH, tuberculose, paludisme dans les pays à faible et moyen niveau de revenus. Et s'agissant du paludisme, je pense que pour situer la place du Fonds mondial, le Fonds mondial représente actuellement 59% des financements internationaux de la lutte contre le paludisme. On peut Alors, peut-être c'est aussi dire, pardon, ouais, Vas-y, vas-y. non, termine justement. J'allais te faire peut-être la transition avec tout le travail qui est fait, que vous faites de relais auprès des acteurs. Mais termine peut-être ce que tu voulais dire. Non, je pense que ce qui est important, mais on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, c'est que le Fonds mondial, merci de nous donner la parole à ce moment particulier, je dirais doublement particulier, particulier parce qu'on est au lendemain de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme et qu'on a partagé effectivement ce grand moment de mobilisation pluriacteur vendredi dernier à la mairie de Paris-Centre. Et puis, moment très particulier aussi, puisque en ce moment se joue la reconstitution des ressources financières du Fonds mondial pour les 3 prochaines années. Je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà. Alors, justement, Hélène, tu le rappelles, on est dans ce moment crucial aujourd'hui où, enfin, tous les 3 ans, hein, ce sont des cycles de 3 ans où le Fonds mondial reconstitue ses ressources. Pourtant, quand on regarde le dernier rapport de l'OMS, on voit que on a toujours cette ambition d'aller vers l'élimination du paludisme, mais que les progrès, même s'il y en a eu, il y a encore beaucoup de défis à relever. Est-ce que tu peux nous faire le point justement sur ce qu'il faut retenir des progrès qui ont été réalisés depuis 2000 et des principaux défis qu'il reste à relever pour atteindre cet objectif? Je disais qui est tout à fait réaliste, mais il y a quand même voilà, à tenir compte de ces défis. Alors, c'est vrai que la lutte contre le paludisme ne progresse pas assez vite. Euh, Elle marque le pas, en fait, et elle marque le pas depuis 2015. Donc, ça fait 10 ans. On a, en gros, hein, depuis 2000, une forte, je dirais, une vraie accélération des progrès pendant les 15 premières années, et puis un ralentissement à partir de 2015. Euh, je pense que ce qui est important de voir, c'est que c'est une. Enfin, aujourd'hui, en fait, quel est le principal frein et la principale cause de ce ralentissement, ou quelles sont les principales causes de ce ralentissement? Je pense qu'il y a une première cause qui est absolument cruciale, c'est de la lutte. Le Fonds mondial, je l'ai dit, il représente à l'heure actuelle 59% du financement international de la lutte. Pour autant, on a des besoins globaux qui ont été évalués en 2023 à 8,3 milliards de dollars et seuls 4 milliards étaient disponibles. Et donc, cette question du financement est absolument essentielle. Et de fait, la question de la mobilisation des acteurs, de la volonté politique, s'agissant des financements des gouvernements, je dirais, donateurs qui peuvent être des gouvernements notamment européens, également la mobilisation des gouvernements des pays mis en œuvre. Euh, et tout ça pour faire face à des freins ou des défis qui sont principalement
euh, trois types de défis. Le premier, c'est le changement climatique. Le changement climatique fait que la, l'épidémie évolue. On va Mm. retrouver des vecteurs à des endroits où on n'en avait pas avant, à cause du changement climatique. On va retrouver des poussées épidémiques suite à des événements climatiques majeurs, par exemple des inondations. On va retrouver des poussées épidémiques aussi liées au déplacement de population, qui peuvent être liées au changement climatique. Donc ça, c'est important. Premier sujet. Le Mm. deuxième défi, ce sont les crises humanitaires et les conflits qui vont elles Mm. aussi, qui vont eux aussi engendrer des déplacements de population avec des modifications en fait de la concentration des personnes. Et quand on a plus de concentration, on Mm. a forcément un vecteur qui circule, pardon, un parasite qui circule davantage. Et puis on a un sujet qui est vraiment important, qui est l'adaptation à la fois du parasite et du vecteur, donc les moustiques aux outils qui ont été conçus pour lutter contre eux, à savoir les insecticides et les traitements. Et cette adaptation, elle se fait très vite. Elle est à la fois biologique, mais aussi comportementale. On a des moustiques qui sont capables, qui ont été capables d'adapter leur comportement pour pouvoir piquer à des heures de la journée où les personnes les plus à risque, notamment les enfants, sont normalement sous des moustiquaires. Et donc ça, quelque part, on a cette épidémie qui va vite, Mm. ces résultats et ces progrès qui marquent le pas. Et donc, il faut vraiment accélérer la lutte et en particulier accélérer et amplifier les financements et l'engagement de Oui. l'ensemble des acteurs pour réussir à infléchir ces courbes vers le bas et retrouver le chemin de l'élimination. Et de l'innovation aussi, puisque de ce qu'on comprend on comprend de ce que tu dis que les outils qui existent, bon, continuent à fonctionner, mais qui peuvent potentiellement devenir moins efficaces s'il y a ces résistances qui apparaissent, et donc Oui, il y a besoin en permanence d'innover. oui, absolument. Alors, tu le disais, Eric, on a des outils. Les outils existent aujourd'hui pour à la fois prévenir, dépister, traiter le paludisme. Et il y a des innovations justement qui permettent d'accélérer la lutte. Les outils, ce sont des moustiquaires imprégnés d'insecticides avec des innovations justement sur des, de nouvelles combinaisons d'insecticides qui permettent de lutter contre cette résistance des vecteurs aux insecticides On va en existants. parler avec Amy justement tout à l'heure. J'imagine qu'on en Mm, parlera. mm, On a des traitements préventifs saisonniers pour les enfants qui, comme tu le disais, Eric, sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus touchés. C'est une maladie extrêmement injuste qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc, les traitements préventifs saisonniers existent pour les enfants. Les traitements préventifs existent pour les femmes enceintes. On a eu l'an dernier l'introduction de vaccins pour les enfants de moins de 5 ans qui doivent être utilisés en combinaison avec les autres outils. mm. Et puis, on a des traitements qui sont efficaces à condition que les patients soient pris en charge suffisamment tôt après le diagnostic. Et là aussi, le délai, quand on dit que la lutte contre le paludisme est une course de vitesse, c'est Mm. une course de vitesse pour aller plus vite que toutes ces résistances et toutes ces adaptations, mais c'est aussi une course de vitesse pour les patients, pour les détecter, pour diagnostiquer très rapidement le paludisme et pour prendre en charge et traiter les patients euh, extrêmement rapidement, puisque un patient, évidemment, en l'absence de traitement, est très rapidement, enfin, c'est l'absence de traitement qui génère les décès. Très bien, Hélène, comme il nous reste comme le temps file vite et Oui. on a voilà, le challenge, le temps est toujours notre challenge. Est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler, selon toi, et nous redire les domaines dans lesquels tu verrais, toi, un besoin particulier de renforcement de la contribution des entreprises, des acteurs du secteur privé, justement, dans tout ce qu'on a évoqué. S'il y avait peut-être des domaines plus particuliers où tu vois que les entreprises ont quelque chose une contribution particulière à emmener, ce serait lesquels? Oui, alors je vais juste me permettre peut-être un commentaire avant de décrire le type de contribution et de partenariat possible. C'est que on sait que la santé des populations et la prospérité économique sont intrinsèquement liées et s'impactent mutuellement. Et on a même des études qui nous disent que si l'incidence du paludisme était réduite de 90% d'ici 2030, c'est-à-dire que si on Mm. revenait
drastiquement sur les trajectoires d'élimination, le produit intérieur brut des pays où la maladie est endémique augmenterait de 142,7 milliards de dollars américains, et ce qui sortirait des millions de personnes de la pauvreté. Donc C'est en fait, important de le rappeler, hein, c'est quand je même pense que important ça, oui. c'est important de le rappeler, c'est important Mm. de dire qu'il y a aussi des données qui permettent d'étayer ce raisonnement économique et de montrer que investir dans la lutte contre le paludisme va bien au-delà de cet objectif essentiel qui est de sauver des vies, évidemment, mais c'est aussi un moyen de rééquilibrer le pouvoir économique entre les pays endémiques et les autres, de stimuler les échanges et de consolider finalement les conditions du développement des entreprises dans les pays concernés. Alors, les Problème domaines, sanitaire et problème économique et aussi. Donc, tu rappelles bien effectivement cet aspect très important de l'impact du palu sur ouais, effectivement, sur le développement et sur les entreprises. alors après, sur les modes de collaboration, j'en détaillerai quatre en m'appuyant sur ce que propose le partenariat du Fonds mondial dans son argumentaire d'investissement pour ce cycle de reconstitution qui arrive. En fait, par exemple, le Fonds mondial, il a mis en place des axes de financement spécifiques qui sont ouverts aux donateurs privés, qui leur permettent d'orienter leurs contributions financières sur des programmes transversaux à haut impact sur la lutte contre le paludisme et les autres maladies VIH-Sida et tuberculose. Et il y a par exemple le soutien, donc là on parle de soutien financier à des solutions de santé numérique, faisant appel à l'intelligence artificielle notamment, à l'amélioration de la résilience face au changement climatique, euh, un axe transversal sur l'autonomisation des femmes et des filles, un programme spécifique sur le renforcement des systèmes de santé et des systèmes communautaires, donc au plus près des populations. Parce que je pense que c'est très important d'avoir en tête qu'il y a évidemment ce grand constat global qu'on fait ensemble, mais des programmes qui sont, et on en parlera, vous avez commencé d'ailleurs à en parler, des programmes qui sont mis en œuvre au niveau local. Donc, il y a ce portefeuille d'investissement qui a été structuré euh, spécifiquement pour les donateurs privés par le Fonds mondial pour les 3 prochaines années. Et puis, les entreprises, elles peuvent également collaborer au niveau des programmes en Mm. apportant des compétences, on le verra, des connaissances, des technologies. Euh, et puis, mettre ça en place de façon très différenciée, et encore une fois, du niveau le plus local au niveau global, en passant par l'échelon national. Et on en Et aura une puis, illustration de ce ouais. dernier mot sans te couper, justement avec Amina, qui va nous montrer comment est-ce que un acteur comme la Fondation travaille avec le programme national de lutte contre le paludisme sur ses actions enfin, locales et très ciblées, très concrètes. Hélène, je te laisserai peut-être 30 secondes parce que je vois que le temps vraiment file vite. Je suis désolé. Pour que tu puisses peut-être ajouter un mot de cette première séquence, dans cette première séquence, avant qu'on ne passe à Amy. Oui, c'est de dire qu'aussi les entreprises, les investisseurs, les acteurs privés peuvent aussi s'investir, et vous le faites déjà, dans de la mobilisation, dans la diffusion de messages de prévention, et également dans la sensibilisation de l'opinion, et pourquoi pas des décideurs, des autres parties prenantes, pour faire connaître les enjeux, de la lutte contre le paludisme. Eh ben je pense que là, on a effectivement une analyse qui est très complète. Tu as pu, je te remercie d'avoir vraiment replacé aussi non seulement tous les éléments qu'on attendait sur les défis, enfin des progrès que tu as rappelés, les solutions qui existent, les innovations et surtout le rôle que les entreprises peuvent jouer. Hélène, merci. Reste avec nous jusqu'au bout parce qu'on va avoir le mot de la fin tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Amy. Donc, Amy, qu'on a déjà présenté. Et avec Amy, on va surtout parler de lutte antivectorielle et de solutions pour venir à bout de la résistance des moustiques aux insecticides. Donc, Amy Westergaard est une des entreprises leaders dans le monde justement en matière de fabrication de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, ce qu'on appelle les MILDA. Est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots de votre activité, de vos activités en tant que justement acteur industriel? Oui, merci Eric. Ah oui, on est leader dans la fabrication, mais aussi dans l'innovation, dans la recherche-développement.
On est une organisation pionnière fondée sur la recherche et développement et les partenariats innovants. On est connu pour notre expertise dans la science du textile et de l'imprégnation du textile. On fait des outils qui sont là pour relever les grands défis de la sécurité alimentaire et de la santé publique, précisément l'élimination des maladies à transmission vectorielle comme le palu. On est tout premier à avoir fabriqué la Milda qui dure 3 ans. Et puis, quand on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de résistance, on a mis au point une première Milda à base de PBio. Et aujourd'hui, on fabrique la toute nouvelle génération de Milda qui se dit Milda double ingrédient ou double principe actif à base de chlorphénapyr, qui est la toute dernière génération, la plus efficace pour l'instant qui existe. Très bien, et je sais que tu as justement en particulier des programmes sur le Burkina, qui est un des pays justement où on voit apparaître en Afrique de l'Ouest ces résistances. Est-ce que tu peux justement nous partager les grands défis qu'il faut relever sur peut-être non seulement la résistance des moustiques aux insecticides, mais aussi optimiser l'utilisation de ces moustiquaires de dernière génération, s'assurer que les populations s'en servent comme il faut et que ça protège les plus vulnérables, à savoir les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Alors, les grands défis qu'on retrouve au Burkina et puis un petit peu partout en Afrique, au-delà de la résistance des moustiques qui nous poussent à toujours courir contre la montre, essayer de tester et d'innover de nouveaux ingrédients qui vont être non seulement actifs mais aussi abordables, on a le défi de la couverture et du taux d'accès et être capable de répondre à une immense demande qu'on a pu voir l'année dernière et cette année de ces nouvelles moustiquaires qui présentent quand même le potentiel de réduire le nombre des cas de palu de plus de 75% là où elles sont Mm. déployées. Il a fallu accroître non seulement des capacités de production, mais aussi trouver des moyens d'alléger les coûts. Et ça fait Mm. partie d'améliorer le taux d'accès et alléger les coûts. Je crois que là, c'est vraiment une belle illustration de qu'est-ce qu'un partenariat, un beau partenaire peut faire Mm. entre une entreprise du secteur privé et le Fonds mondial, par exemple, où on a mis en place ensemble un nouveau mode opératoire qui permet de faire des économies d'échelle et d'offrir ce produit qui est beaucoup plus efficace, mais à un prix très abordable, quasiment équivalent au prix des anciennes générations. Oui. Ensuite, un autre défi, c'est la mobilisation des ressources. Notre ami en a bien parlé juste avant. Effectivement, aujourd'hui, les trois grands bailleurs traditionnels que sont le Fonds mondial, PMI et aussi AMF ne suffisent plus à couvrir les besoins de prévention, de traitement, de diagnostic. Et pour le cas des moustiquaires, on a des gaps, des manques énormes sur toute l'Afrique avec certains pays qui n'arrivent pas à couvrir leur population comme il le faudrait. Donc, on a eu hier d'ailleurs au Burkina Mm. Faso un très très beau discours de la secrétaire générale d'ALMA, qui est l'Alliance africaine pour la lutte contre le paludisme, Joy Fumafi, Mm. euh, qui invite l'Afrique à repenser sa responsabilité dans le financement de la santé publique. On est dans une période charnière, non seulement de replenishment du Fonds mondial, mais aussi de repenser à comment financer la santé publique africaine, comment l'Afrique peut se positionner et venir avec des innovations dans les partenariats, de la mobilisation des activités commerciales qui ont lieu sur le territoire africain, de la mobilisation des entreprises privées, des partenariats innovants qui permettraient de mettre en place peut-être de nouvelles façons de développer des réseaux de distribution des moustiquaires et aussi de décupler les efforts de plaidoyer auprès du leadership africain. Euh, Vous Donc connaissez, je voilà. pense, ouais, oui, Rive, je t'en Et prie. oui, oui, il y a des éléments, je pense, tout à fait encourageants dans ce que tu nous dis sur le fait d'avoir des produits de dernière génération accessibles financièrement, parce que l'innovation, bien sûr, il en faut, mais il faut que ça reste évidemment Tout à fait. accessible. Et ça, c'est un point, je pense, extrêmement important euh, qu'il faut, euh, qu'il faut renforcer. Et tu nous dis qu'on a en fait un challenge, c'est que vous avez, en gros, on a aujourd'hui la possibilité d'augmenter la couverture, mais qu'il faudra évidemment
évidemment des financements pour y arriver. Et que ces financements, il faut aussi les rechercher au niveau, enfin, à tous les niveaux, quoi, y compris au niveau certainement des pays. Oui, et puis Mm, je rajouterai un point important qui est le taux d'utilisation. mm, Alors certes, depuis les années 2000, on a le calcul que fait l'OMS, on a permis d'éviter environ 2,2 milliards de cas de paludisme grâce aux moustiquaires. Ça représente 12 milliards de vies, c'est quand même un très bel accomplissement, mais on reste à un taux de couverture qui est autour de 70%. Et au-delà de ce taux de couverture, on a des taux d'utilisation qui ne sont pas toujours optimum. On a mm. des zones dans lesquelles un peu plus de la moitié des moustiquaires sont utilisés et on est en général à 70 à 80% de taux d'utilisation. Alors ça veut dire qu'au-delà de faire un travail sur l'accès, il reste à faire un travail sur le comportement, sur la sensibilisation à l'importance de la moustiquaire, l'importance du poids du paludisme dans la vie des communautés et bien sûr sur la force économique des pays. Et pour ça, effectivement, un exemple comme la caravane santé de santé en entreprise, qui est un très bel exemple de aller vraiment à la rencontre des utilisateurs des moustiquaires et faire passer le message sur l'importance de la moustiquaire, de son utilisation et de son entretien. Ben justement, dans ce sens-là, pour aussi sensibiliser encore pour une plus grande enfin, une utilisation effective des moustiquaires, vous avez lancé récemment au dernier FESPACO, en partenariat avec le secrétariat permanent de lutte contre le paludisme du Burkina, une initiative qui appelle les réalisateurs de l'industrie du cinéma du continent à justement faire réaliser des films, des courts-métrages pour parler de l'utilisation de la moustiquaire, pour faire témoigner les utilisateurs. Nous sommes d'ailleurs heureux au passage d'y être associés en tant que partenaire. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Amy, un mot de cette initiative et de ce que vous en attendez cette année avant qu'on conclue? Oui, bien sûr. Alors, cette initiative, elle est née finalement de l'initiative de santé en entreprise d'avoir des ambassadeurs et des ambassadrices. Et un jour, je me suis dit, mais quand même, je suis ambassadrice, qu'est-ce que je peux faire de plus à mon niveau? Mm. Et j'ai pensé, alors que le secrétariat permanent de lutte contre le paludisme au Burkina Faso nous disait, est-ce que vous pouvez nous donner un petit coup de main? On va être présent au grand festival de cinéma, le FESPACO, qui est l'équivalent du festival de Cannes Bien sûr. en Afrique. Mm. On sera présent sur ce festival et on va essayer de sensibiliser au problème du paludisme, de parler du paludisme, de parler de l'action, de la lutte contre le paludisme. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, zéro palu, le cinéma africain s'engage. Et c'est de là qu'est née Super. cette idée de faire sortir ma compagnie Vestegarde un peu des sentiers, de ces sentiers battus et de faire en sorte de créer des conditions pour que des réalisateurs amateurs et professionnels d'Afrique et de la diaspora génèrent des contenus de plaidoyer et de sensibilisation avec un fort impact émotionnel et qui soient vraiment conçus pour avoir un impact sur les populations vis-à-vis de leur utilisation des moustiquaires, mais aussi sur le leadership africain. C'est quand même un peu mon rêve d'arriver à un leadership africain qui dise demain, on met en place une taxe palu et on commence à financer notre lutte contre le paludisme avec des taux beaucoup plus importants que ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça, cette idée, et aussi de démontrer la force des partenariats. Donc, on n'est pas dans un système de tirelire où les Mm. partenaires viennent donner de l'argent pour ce projet, mais ils viennent apporter des capacités, des savoir-faire, des idées pour faire en sorte que ce concours existe et ce concours, pour l'instant, permettra aux gagnants. Donc, on va lancer le concours le jour de la Journée internationale du moustique au mois d'août. On continue encore à appeler des partenaires à nous joindre. Donc, il y a Santé en entreprise. On a aussi une boîte de production qui va mettre son plateau technique à disposition de manière gratuite. Le FESPACO lui-même qui va aussi Mm. faire tout le mentorship. On a un professionnel qui accompagnera les jeunes qui viendront proposer et soumettre leurs petites vidéos.
Et l'idée, c'est que tous ces contenus soient offerts aussi à tous les programmes, tous les PNLP, donc les programmes de lutte contre le paludisme en Afrique, leur offre ces contenus qui puissent servir dans le cadre de leur campagne de communication pour le changement de comportement. Vous savez que les programmes communication des PNLP en Afrique souffrent beaucoup de manière au niveau financier et Mm. manquent de contenu. Donc, tous les films seront offerts aux PNLP d'Afrique pour pouvoir alimenter leur campagne de sensibilisation. Et voilà, donc on espère, avec le concours de santé en entreprise, que le gagnant de ce concours pourra avoir son film montré dans le cadre du Festival de Cannes et bien sûr, dans 2 ans, sera aussi présenté au FESPACO, le Festival africain du cinéma, au Burkina Faso. Ben, c'est superbe, en tout cas, bravo Amy pour cette initiative. En tout cas, on espère monter les marches ensemble à Cannes, et, parce on connaît le pouvoir narratif et l'impact que peut avoir le cinéma sur des causes, et celle-là en est une belle, et on va vraiment tout faire. D'ailleurs, on sera nous-mêmes, je vais en dire un mot tout à l'heure, à Cannes cette année, et pour parler de cela, et les réalisateurs, parce qu'il y a un pavillon africain à Cannes, ils sont présents aussi. Et donc, on va continuer à relayer ça et suivre surtout pour la Journée mondiale du moustique qui tombe, si je ne me trompe pas, le 20 août. Donc, on voit bien qu'on est dans un process. Amy, on va s'arrêter là pour passer maintenant, je te remercie, Merci. pour passer maintenant à Amina qui a de très belles choses aussi à nous raconter. Alors, je me tourne maintenant vers Amina qui est une de nos ambassadrices la plus. Alors, on a Amy, on a vu hein, le témoignage d'Amy. Amina, on a avec elle aussi un autre exemple d'engagement qui est voilà, engagé en Guinée avec, dans ce qu'elle fait avec la fondation, mais Amina a aussi maintenant un rôle au niveau du patronat guinéen puisqu'elle est vice-présidente depuis peu en charge des sujets de RSE et de, de développement durable. Je pourrais parler encore d'Amina pendant des heures, mais comme on est pris par le temps, Amina, je vais te laisser tout d'abord te dire un mot déjà des actions que tu as menées, en fait, des actions qui ont été menées sous ton leadership en Guinée, des actions de lutte contre le palu, puisqu'il y a eu une campagne qui a été lancée de distribution de moustiquaires, de cap palu, dans des régions. Tu peux déjà nous en dire un mot sur le bilan qui a été fait de cette campagne et comment vous prévoyez de la poursuivre cette année, déjà. Merci Eric, merci. Je suis plus que ravie d'être là et pouvoir raconter la Fondation, raconter à travers, j'espère, avec beaucoup d'émotion, la Fondation Orange Guinée, ce que nous faisons par ici. Et c'est vrai qu'on a lancé, on a initié une campagne de distribution de moustiquaires dans le cadre justement de la mobilisation contre le paludisme. Et en même temps, nous avons également lancé cette fameuse enquête pour mieux comprendre et savoir un peu quel était le niveau de connaissance du paludisme de nos populations, plus précisément de nos internautes. Déjà sur la campagne de distribution qui a été initiée donc et mise en œuvre en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme, on a été vraiment dans une zone, c'était Farana, pour mettre à disposition ces moustiquaires auprès donc, des femmes et des enfants, des femmes enceintes en particulier, celles identifiées justement par le programme. Et en parallèle, les enseignements aussi donc sur l'enquête nous ont permis de confirmer ce qu'on a pu constater sur le terrain, ce problème souligné par Amy tout à l'heure, l'accessibilité. Mm. Globalement, on est conscient, oui, qu'il faut se protéger. On est conscient que le paludisme tue. On sait qu'il faut dormir sous une moustiquaire, mais en même temps, on n'achète pas la moustiquaire. Mm. Pourquoi? On ne la change pas. Donc, ce problème d'accessibilité-là, qui est un vrai souci. Le deuxième point qui a été levé également, l'enseignement qu'on en a tiré, c'est la nécessité absolue, et là aussi, ça a été souligné par Hélène et Amy tout à l'heure, de continuer la pédagogie et la sensibilisation. Au niveau des communautés, pas seulement sur les réseaux comme nous le faisons de manière continue. Nous, depuis, on ne cesse de marteler et rappeler les bons gestes, mais systématiquement sur le terrain, dans les communautés, lorsque nous déployons des programmes, nous avons compris qu'il faut absolument parler du paludisme, de comment le prévenir. Comment le prévenir? Quand avoir adopté les bons gestes justement pour, lorsqu'on pense, on suspecte un palu, ou en tout cas qu'on a de la fièvre, et derrière, bien sûr, comment le soigner, donc au niveau des centres de santé. Donc c'est véritablement ce qu'on a pu
tirés donc de cette première initiative sur le terrain, de l'enquête également, mais aussi des enseignements que nous partage aussi le programme avec lequel on travaille la main dans la main pour aller beaucoup plus loin et pouvoir également, du fait donc de mes casquettes, on va dire ça comme ça, pouvoir mobiliser d'autres sur ce sujet-là. Et donc, on n'est plus sur zéro palu, je m'engage, mais effectivement, passons à l'action. Donc Donc ça, voilà. c'est clair, c'est clair. Et puis surtout, vous allez poursuivre cette année encore cette campagne parce que ce qui est important, on l'a dit aussi, c'est qu'on n'est pas dans des logiques de one shot. Il y a un Non. engagement qui se fait sur la durée. Et cette année, vous avez prévu de poursuivre cette campagne qu'on va suivre, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. Et peut-être, tu l'as dit, Amina, rappeler que toutes ces actions profitent au programme, puisque c'est fait en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme, toutes les données qui remontent de l'enquête. Je pense que ça sert aussi toute la stratégie de communication, j'imagine, du programme, pour réorienter aussi une partie peut-être des messages en direction des populations. Par ailleurs, vous avez, en dehors c'est pour ça que je voulais te donner la parole aujourd'hui, pour montrer aussi sur les différents projets sur lesquels vous travaillez en dehors du PALU, puisqu'on a dit on a une approche à 360 degrés de la santé. Quand on parle de ces sujets-là, on parle aussi de populations vulnérables. Et la Fondation soutient un autre projet qui est la construction d'un centre de dialyse, premier du genre en Guinée. Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi de ce projet, de son état d'avancement? Alors oui, le centre d'hémodialyse a été construit justement suite à la première caravane qui a été lancée, mais on en parlera tout à l'heure. Un centre d'hémodialyse qui se veut répondre à ce souci d'accès, toujours le même souci que nous rencontrons, l'accès aux soins en Guinée, particulièrement des patients ou des personnes qui souffrent de maladies rénales chroniques ou d'insuffisance rénale. Et malheureusement, la réalité était que en Guinée, à Conakry précisément, il n'y a qu'un seul centre public. Il y en a d'autres qui sont privés. Il a été fortement sollicité, comme vous devez vous en douter. Et donc, nous avons subventionné la construction d'un centre d'hémodialyse entièrement équipé qui aujourd'hui est prêt. Ça y est, les tests sont concluants. On n'attend plus que, comme on aime le dire, que Mmh, les autorités viennent effectivement pour l'ouvrir et officiellement le rendre ouvert, donc accessible aux patients. Il se veut désengorger vraiment le seul centre disponible à Conakry, en Guinée. Il est à souligner quand même que depuis, le gouvernement a décidé de construire d'autres centres d'hémodialyse à l'intérieur du pays. Donc, on espère comme ça pouvoir ne plus avoir à recevoir les patients du fin fond de la Guinée, parce que la Guinée, c'est plus de ouais, 140 000 kilomètres carrés quand même. mmh, mmh. Les patients étaient obligés de quitter l'intérieur du pays pour venir se soigner à Conakry. Donc, on a aujourd'hui ce centre qui va être donc très prochainement ouvert au public. Mais pour nous, c'est comme tu l'as si bien souligné, hein, c'est un dispositif qui se complète. On était sur la caravane santé, Mmh. troisième âge. On a pu penser, voir donc, tout ce qui est maladie rénale. Et donc, venir avec le centre d'hémodialyse, c'est une nouvelle brique que l'on vient poser donc, Absolument. dans nos actions à l'endroit des populations. Et sans oublier le palu, qui est aussi un autre enjeu de santé publique. Donc, vraiment, vous avez une approche, c'est ce qu'on trouve très intéressant, très intégrée et très, très large de la santé. Et puis, tu l'as évoqué, Amina, il y a la caravane santé. Donc, il y a déjà eu 3 éditions. Je disais, donc, cette caravane qui adresse plutôt les sujets, les problématiques de diabète, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires. Là aussi, 3 éditions, bientôt l'atelier de restitution, peut-être sans dévoiler les grands résultats qui vont être restitués bientôt, là, dans quelques jours, le 7 mai à Conakry. Où je serai d'ailleurs, j'ai le plaisir je viendrai. Est-ce que tu peux justement nous dire ce qu'il faut retenir de cette initiative et de ces perspectives? En fait, ce qu'on retient de tout ce que l'on met en œuvre, nous, sur le terrain, ici en Guinée, à travers la Fondation, c'est la nécessité aujourd'hui de partenariat, de mobilisation conjointe. Mm, La caravane santé était pour moi un des programmes dont je suis extrêmement fière et c'est celui d'ailleurs que je présente lorsque je vais faire mes plaidoyers au niveau du secteur privé mm, pour les encourager justement à passer à l'action. Parce qu'il traduit clairement qu'ensemble, nous pouvons effectivement adresser certaines problématiques, des priorités donc dites nationales. mm. Là, on parle du diabète, on parle de l'hypertension, on parle des maladies rénales, on parle du paludisme, mais c'est ensemble qu'on peut y arriver. Et la caravane santé troisième âge est le parfait exemple
de la collaboration possible, donc de ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Aujourd'hui, cette caravane est un exemple, est une référence, même pour le ministère de la Santé Mm. avec lequel nous sommes en partenariat. D'autres programmes ont envie s'y intéressent fortement et ont envie qu'on se mobilise à leur côté sur le sujet. Ce qu'on a appris, c'est que les chiffres sont édifiants. Mm. L'accès revient toujours, l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, le problème aussi d'infrastructure, mais aussi de formation. Mm. La cartographie sanitaire aujourd'hui, on voit en termes d'infra que malheureusement, les structures ne sont pas toutes décentralisées, les services ne sont pas décentralisés comme cela se devrait. Donc, on a besoin clairement de voir d'autres acteurs se mobiliser à nos côtés. Et c'est aussi l'objectif de ce plaidoyer, de cet atelier-là. Montrer l'impact, le nombre de personnes qui ont été touchées. Ce n'est pas un secret. La dernière caravane Mm. on a été, je crois, un peu plus de 13 000, Mm. c'est de mémoire. Donc, sans parler des deux autres éditions, on a pris Mm. en charge des patients, on a pu découvrir d'autres pathologies et une tendance qui est plutôt alarmante au niveau en termes sanitaires pour les populations. Mais tout ça nous enseigne essentiellement, nous encourage plutôt à aller de l'avant et à solliciter d'autres bailleurs à nos côtés pour voir comment ensemble nous pouvons adresser certaines problématiques, que ce soit commencer par le paludisme qui quand même, je dois le souligner, hein, fait l'objet, au-delà donc des campagnes de distribution, de la communication continue, sur chacun de nos programmes à l'intérieur des villages que l'on construit et autres, nous invitons nos partenaires à tenir régulièrement des ateliers de sensibilisation. Donc, c'est vraiment ensemble qu'on peut y arriver. Et c'est essentiellement le message que j'ai ou l'enseignement que je tire de ces initiatives qui sont portées par la Fondation Orange en Guinée. Et puis on retient, Amina, ce qui est important aussi, c'est toute la partie data, tu vois, cet effort qu'il y a en permanence à collecter les données pour mesurer l'impact. Souvent, on nous pose la question, mais qu'est-ce que fait le secteur privé? Que font les entreprises? Que font les fondations dans les pays? Et dans chacun des exemples que tu as montrés aujourd'hui, tu as à chaque fois évoqué, tu vois, cette notion de ce souci qu'il y a d'avoir de la donnée, de mesurer en tout cas l'impact de ce qui est fait. Donc, je pense que ce webcast va aussi illustrer, et ton témoignage, ce qui peut être fait en termes d'engagement du secteur privé et des entreprises. On reste avec nous, Amina. On va terminer bientôt ce webcast parce qu'il est bien. Voilà, ça va être bientôt l'heure de conclure. Donc, on a quelques dates là qui vont arriver. Je voulais juste rapidement vous les rappeler. Donc, l'atelier de restitution des 3 éditions de la Caravane Santé de la fondation, avec la Fondation Orange Guinée. Je pense que ça va être un grand moment pour nous et pour tous les partenaires qui sont associés à cette initiative. Rappelons qu'il y a la Croix-Rouge guinéenne, il y a une start-up qui s'appelle Visa Médical qui a développé tout un dispositif justement de prise en charge post-caravane pour le suivi des patients. On a Sanofi qui a aussi appuyé la formation, la fondation qui est le principal partenaire financier qui soutient cette caravane. Donc, ça va être un moment important de partage, de bilan, de réflexion, aussi de perspective. Les 12 et 13 mai, on sera au CEO Forum, Africa CEO Forum, au moment très important à Abidjan pour faire ce plaidoyer. On le dit, hein, Hélène l'a rappelé, on est dans un moment aussi où on doit continuer à appeler au plus haut niveau les chefs d'entreprise, des entreprises, des acteurs du secteur privé à insérer, enfin, intégrer, inclure la santé comme une des priorités de leur stratégie aussi de responsabilité sociétale. C'est pour nous vraiment un axe important. Euh, du 13 au 24 mai, on va se retrouver à Cannes. Donc là, évidemment, là, on va revenir sur le palu, la campagne Zéro Palu qu'on va ramener à Cannes et surtout parler de l'initiative qu'Amy évoquait tout à l'heure. L'Assemblée mondiale de la santé à Genève qui tombe donc du 19 au 27 mai. Euh, donc ça, ce sont des dates importantes. Le Challenge GITEX Europe à Berlin qui sera sur la partie start-up innovation. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais sachez qu'on a aussi tout ce travail de détecter des start-up qui présentent, qui développent des solutions
plutôt prometteuse en matière de santé numérique. Et il y en a beaucoup. On avait présenté, souvenez-vous, cette start-up burkinabé qui développe un drone. J'aime beaucoup les citer à chaque fois pour faire de la lutte antivectorielle à partir de l'intelligence artificielle qui cartographie, par exemple, les gîtes larvaires pour avoir une action très ciblée. Et enfin, on sera à Vivatech, le grand salon de la tech qui a lieu à Paris du 11 au 14 juin. Donc voilà pour les dates à retenir. On n'a pas tout dit, on n'a pas tout mentionné, mais vous allez pouvoir retrouver tout ça sur évidemment nos réseaux sociaux. Puis c'est le moment maintenant de vous passer la parole à chacune pour un mot de la fin. Allez, vous avez carte blanche pour 1 minute pour nous dire le mot, le message que vous souhaitez qu'on renforcer. On va commencer peut-être par ordre, on va passer par ordre de passage si ça vous va. Donc on va commencer avec Hélène, ensuite Amy et enfin Amina. Oui, merci beaucoup, Eric, et merci beaucoup, Amy, pour, vos interventions que j'ai trouvées vraiment pertinentes. Moi, je crois que ça nous montre hein, que le secteur privé joue déjà un rôle vraiment extrêmement important et avec énormément d'impact dans la lutte contre le paludisme. Euh, on sait, et le partenariat public-privé qu'est le Fonds mondial permet d'amplifier ce rôle. Et donc, ce serait un appel au secteur privé à amplifier ce rôle. Les moyens, les possibilités existent, l'organisation est en place pour justement impacter positivement la lutte contre le paludisme. Et je crois qu'il y a un point qui est très important et on y participe aujourd'hui, c'est de rendre visible cet engagement et ces actions parce que je pense que ça aura aussi un impact positif, je pense, sur la capacité des gouvernements grands donateurs à comprendre que le secteur privé s'engage aussi et donc à s'engager de plus belle dans la lutte contre le paludisme. Merci. Merci Hélène. Je vais maintenant me tourner vers Amy pour le mot de la fin. Oui, moi aussi, je voudrais vraiment remercier. J'ai été très heureuse d'être à vos côtés, Amina et Hélène, et de découvrir ce que vous faites. Merci, Eric, pour cette opportunité. Un bel appel à innover dans nos partenariats, à penser un peu en dehors de nos habitudes. Euh, Parfois aussi aider le secteur public à changer les perceptions qu'ils ont du secteur privé et vice-versa. Et je crois que c'est ça la beauté des partenariats, c'est d'arriver à cette symbiose et on peut faire de très belles choses. Vraiment enchanté d'avoir été à vos côtés, Hélène et Amina. Et merci encore, Eric. Merci à vous trois. Bon, Amina, maintenant tu vas conclure avant qu'on vous quitte. On pourrait encore rester 1 heure, hein. Moi, j'en aurais très envie, sauf qu'on peut pas, mais Je je sens reconnais, que oui. Je reconnais pas, je pense qu'on aurait encore de très belles choses à se dire. je reconnais pas, Allons-y. c'est avec grand plaisir que j'ai participé à ce webcast avec Amy donc, et Hélène. Elles ont tout dit. Et donc, déjà, merci Eric, vraiment, de nous donner l'opportunité donc, de nous raconter, de mettre en visibilité ce que nous faisons et de faire comprendre surtout ce message tout simple, peut-être que sur lequel je terminerai. Agir n'est plus une option. Aujourd'hui, nous devons passer à l'action. Et c'est possible. Voilà, Bon, tout ben simple. c'est très bien, c'est Magnifique. très clair. Et puis c'est surtout que vous avez toutes les trois une telle force, une telle légitimité, je trouve, dans ce que vous nous avez emmené aujourd'hui, que j'espère que vos messages seront entendus comme ils doivent l'être et vont susciter de l'inspiration, vont peut-être même encourager les gens à vous contacter pour savoir comment faire ou même comment amplifier ce qu'ils font déjà. Donc vraiment merci vraiment à toute l'équipe et moi-même pour cette participation, cette contribution que vous avez eue aujourd'hui. On va vous laisser et vous donner rendez-vous maintenant le 16 mai pour le prochain webcast qu'on va continuer d'ailleurs sur le thème du palu puisque en fait, on amène la campagne Zéro Palu au Festival de Cannes et j'en suis très content, très fier. On va avoir 5 jours de présence là-bas où tous les jours, pendant 4 jours, on va pouvoir avoir pendant 1 heure un webcast qui va être diffusé. On va parler d'engagement, on va parler d'innovation et on va parler surtout d'appel à des contributions, toutes sortes de contributions, des solutions pour aller vers le zéro palu. Donc, merci à vous, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt dans quelques jours.